Laurent Beccaria, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média du Figaro. Vous avez créé il y a 10 ans, avec votre acolyte Patrick de Saint-Exupéry, le MOOC de Grand Reportage 21. Aujourd'hui, vous vous lancez dans une nouvelle aventure avec un hebdomadaire qui s'appelle tout simplement, Hebdo. C'est sorti depuis vendredi dans les kiosques. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ce grand saut du monde de la librairie, où était le MOOC 21, vers les marchands de journaux ? Parce que depuis 10 ans, avec les revues 21 et 6 mois, qui sont diffusées à plus de 40 000 et 25 000 exemplaires à chaque fois, ces revues nous ont fait un cadeau formidable, c'est les lecteurs. C'est-à-dire qu'on a rencontré énormément de lecteurs, on va à leur rencontre depuis 10 ans, on fait même un festival en Saône-et-Loire où il y a 8000 personnes qui viennent tous les étés. Et en parlant avec ces milliers de lecteurs tous les ans, on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de trou noir dans l'offre des médias, entre une offre qui était protéiforme, énorme, extraordinaire et complètement impossible à maîtriser et à dominer, qui est celle qui nous est par les chaînes de télé, le numérique et tout ce que l'on connaît, la radio, et de l'autre, une presse d'information qui avait tendance à être de plus en plus élitiste, de plus en plus demandant beaucoup d'expertise, et qu'il y avait un trou noir pour une presse généreuse, accessible et très proche des lecteurs. C'est ce qu'on a essayé de faire et de cette attente qu'on a essayé de combler avec Hebdo. Le marché des news magazines ne se porte pas vraiment très bien depuis quelques années. Comment est-ce que vous allez faire pour vous y trouver une place ? Alors traditionnellement, la France était un pays qui, par rapport à l'extérieur, avait des quotidiens qui avaient des difficultés, qui tiraient beaucoup moins que des quotidiens d'opinion par rapport à leurs homologues anglais, allemands, américains, italiens, espagnols. Et la presse magazine a été extrêmement puissante avec beaucoup notamment de ces fameux news magazines. Et depuis les années 2000, on a une espèce de renversement avec les quotidiens, notamment Le Monde, Les Échos et le Figaro, qui ont réussi à développer entre le numérique, le papier, les suppléments du week-end, quelque chose d'attractif et d'extrêmement puissant, avec des rédactions très puissantes. Et par ailleurs, les news magazines, leurs formules, eh bien, on voit cette idée de synthèse de l'actualité, ils ont du mal à trouver leur place, ils ont aussi des sites, ils ne savent plus faire ça. Enfin, en tout cas, c'est notre diagnostic. Et donc, nous, on a pensé que le rythme hebdomadaire était un rythme formidable, le rythme du week-end. C'est le moment où on est en famille, le moment où on fait du sport, le moment pour soi. Donc, un moment où on est propice à la lecture. Et en même temps, l'idée n'est pas de faire la synthèse de l'actualité telle qu'on la trouve dans les news. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas un lecteur qui aujourd'hui achète Le Point, L'Observateur, Marianne et qui est très heureux de sa lecture, qui va se dire j'ai abandonné ce journal pour Hebdo. Nous, on va chercher d'autres lecteurs, des lecteurs qui soit ont abandonné les news depuis plusieurs années parce que leur contenu ne leur plaisait plus, soit plein d'autres lecteurs, des plus jeunes ou des moins jeunes, et des gens qui n'étaient pas habitués à avoir cette offre d'information et dans lesquels Hebdo, ils vont se reconnaître dans Hebdo. En tout cas, c'est notre conviction et notre pari. Vous dites donc que la presse d'information est devenue trop élitiste. Ça va être quoi votre recette dans Hebdo, dans son déroulé, dans ses sujets, pour attirer un autre lectorat plus large ? Alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'elle est élitiste ? Pourquoi elle est élitiste ? Pour deux raisons. D'abord parce que les marchés publicitaires est de plus en plus dominé par des marques de luxe, en tout cas dans les annonces de journaux. Et il y a même le patron d'un hebdomadaire qui dit qu'il veut que son journal soit lu dans les salons VIP d'Air France. Donc on voit déjà que c'est quand même un monde de gens qui sont très aisés, qui ont une consommation élevée, etc. Donc il y a d'abord la pression publicitaire, et puis il y a l'idée de c'est les derniers qui achètent encore des journaux, donc ce sont des gens qui ont 60, 70 ans, qui sont des bourgeois et qui ont une vie plus aisée et qui ont envie de se cultiver, etc. Donc il y a eu une espèce de montée en gamme qui fait qu'aujourd'hui, moi qui ai fait des études supérieures et qui suis donc éditeur depuis 30 ans, j'ai essayé de lire les grands news magazines et les grands quotidiens, et je ne les comprends pas. Je suis incapable de comprendre tout. Il faut une compétence dans tous les domaines, en économie, en philosophie, en géopolitique, en culture, en voiture, que je n'ai absolument pas. Donc je m'habitue à comprendre vaguement les choses. C'est pour ça qu'il y a toutes ces polémiques, ces buzz, parce qu'on s'accroche à ça. Et donc on ne se rend pas compte du nombre de gens qui, devant ces journaux, disent « mais c'est pas pour moi ». C'est pas pour moi parce que je ne suis pas de cette
classe sociale, entre guillemets. Je ne suis pas, et je n'ai pas cette capacité, je n'ai pas cette expertise. Et surtout, je ne suis pas dans ce flux d'informations extrêmement élevé qu'absorbe toute une frange de la population française. Et donc, nous, on a voulu faire autre chose. Donc, ça veut dire quoi? Être accessible, il y a un paléontologue qui disait, en dehors de mon domaine, j'ai 14 ans. Et je trouve que c'est une très belle formule. On est tous compétents dans un domaine. On est boulanger ou banquier d'affaires, mais en dehors, on a 14 ans. C'est-à-dire qu'il faut qu'on essaie d'être accessible dans le vocabulaire, accessible tout en étant pertinent. Il ne s'agit pas de faire de l'information pour les nuls. Il s'agit juste de donner le meilleur, mais le plus accessible possible. Après, il y a une forme de générosité, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus isolés les uns les autres dans nos propres préoccupations, dans nos propres vies. Et l'idée était de retrouver un espace commun avec une très grande générosité d'informations, à la fois du pratique, du reportage, de l'enquête, du savoir, de la science. Voilà, cette jubilation d'apprendre et de découvrir quelque chose. Et la troisième chose, donc, c'est de vivre au milieu des lecteurs et d'essayer de ne pas être dans l'agenda politique et soumis à tout ce qui fait le lit de l'actualité quotidienne, mais d'aller rencontrer ce qui intéresse les lecteurs et parler avec eux. Donc on a créé un système qui s'appelle La Source, qui est une application dans laquelle les lecteurs peuvent rentrer et dire leur centre d'intérêt, leur expertise, parce qu'ils connaissent des centres de domaine, et puis, s'ils l'acceptent, d'accueillir des journalistes chez eux en reportage. Et ça, c'est la partie la plus dingue qui nous arrive depuis quelques semaines, c'est-à-dire qu'il y a des idées extraordinaires de reportages ou d'enquêtes qui sont nées de ces discussions le soir, comme quand vous prenez une voiture en blablacar et que vous rencontrez quelqu'un que vous n'auriez jamais rencontré dans la vie courante. Et puis on fait beaucoup de rencontres. Tout ce journal, c'est 6 mois. Il y a 10 000 personnes que nous avons rencontrées, soit par un bus qui a fait 40 villes. Oui, justement, vous avez fait une grande tournée. On a discuté, on a testé, on a fait des ateliers, on a été surpris de cet appétit extraordinaire des lecteurs qui n'ont pas envie de donner leur opinion et de confronter leur opinion avec les éditorialistes. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de partager avec nous leur curiosité et d'apprendre des journalistes leur savoir-faire, comment est-ce qu'ils travaillent et tout ce que ce métier exceptionnel qu'est le journaliste peut apporter à nous, citoyens, pour se reconnecter au monde. Donc, comme vous disiez, vous avez donc une plateforme communautaire dans laquelle vos abonnés peuvent donner des idées de sujets, de reportages. Ouais. Vous avez fait cette grande tournée. Vous avez aussi des journalistes qui sont présents un peu partout en France. Oui. L'idée derrière ça, c'est de casser la vision parisiano-parisienne de l'actualité. Oui, alors il y a un fantasme chez l'immense majorité de la population française, c'est Paris. Voilà. Ils ne se rendent pas souvent compte que beaucoup de journalistes parisiens vivent dans 30 mètres carrés en banlieue parisienne, dans des conditions beaucoup plus difficiles que bien des Français. Mais il y a cette idée que Paris, c'est une réalité, c'est-à-dire c'est un petit microcosme de gens, c'est toute l'élite intellectuelle, politique, économique, etc., qui vit en vase clos, et les médias sont quand même beaucoup enfermés là-dedans. Et nous, on veut vraiment casser ça, c'est pas se soumettre à cet agenda-là, et puis passer le périphérique. Et tout simplement, il y a un immense champ de curiosité, un immense champ de savoir, un immense champ de connaissances, un immense champ de gens à rencontrer, à mettre en valeur, dont il faut raconter les histoires, d'enquête. Ça, c'est génial. Puis l'absence de pub, parce qu'on fait un journal sans pub. Pourquoi l'absence de pub? C'est l'indépendance totale. La pression des annonceurs est énorme. Oui. Énorme. On ne se rend pas compte à quel point est-ce qu'elle est importante. On parle toujours des propriétaires de journaux, des grandes fortunes, mais on ne voit pas à quel point elle pèse sur les journaux. Elle pèse parce qu'elle leur demande de s'adresser à leurs lecteurs de manière codée pour qu'on puisse leur vendre les montres et les voitures qui correspondent à ça, ou la cible. Nous, on s'adresse à des gens, à des individus, des gens jeunes, des gens moins jeunes, des gens qui dans les grandes villes, qui vivent en périphérie ou à la campagne, c'est plutôt une attitude dans la vie de curiosité, d'empathie, de volonté de savoir, d'humanisme, parce qu'il y a quand même, c'est assez fort, de liberté. Nous, on laisse les lecteurs penser, c'est eux qui décident, nous, on apporte de l'information.
et de cette rencontre, ce goût de la rencontre. Et je pense que c'est un journal incroyablement généreux dans son offre. Et en le lisant hier, parce que quand on l'a sorti de l'imprimerie, ce qui frappait, c'est qu'il n'y avait pas d'intention derrière. C'est que quand vous lisez un article, vous ne dites pas « Ah, il essaie de montrer qu'il s'adresse à un public jeune ou qu'on est du même monde. » Non, les journalistes ils ont envie de transmettre ce qu'ils ont vu. Vos équipes ont souligné, alors je cite, qu'ils ne céderaient pas à la tentation de créer un énième site d'information sur mobile. Le numérique, c'est forcément mal? Non, c'est pas forcément mal. Nous, on l'utilise tout le temps. C'est énorme, le numérique. Le numérique, c'est comme si dire que je suis contre l'eau et l'électricité. C'est stupide. Non, ce qu'il disait, c'est qu'on ne va pas faire un nouveau site d'information gratuite où il y a déjà tout ce qu'il faut. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime le papier? Pourquoi est-ce qu'on a choisi le papier? Plein de raisons. La première, les études de neurosciences, elles sont très fortes sur le papier comme support de mémorisation, de compréhension. C'est plus fort que le numérique. On le voit avec les livres et la puissance du livre. Deuxièmement, c'est une inventivité graphique qui est très forte. Quand vous faites un site, très compliqué d'être inventif sur le plan graphique. Toute personne qui a nourri un blog le sait, c'est qu'il y a une colonne de texte, une image, et que si on veut faire quelque chose d'un peu étonnant, ça demande beaucoup de moyens, voire des développements informatiques. Là, il y a une richesse de la compréhension texte-image, de la BD, de la photo, de l'infographie, des cartes, des images. Vraiment, c'est un jeu formidable. Et la troisième chose, c'est qu'il y a cet objet tangible qui reste très fort. Il y a un journal qui s'appelle The Economist, qui est un journal très puissant à l'étranger, qui est le journal des élites anglo-saxonnes du monde entier, et qui a un lectorat à la fois à Bangkok, à Chicago, à Los Angeles, et puis aux Philippines. Bon. Avec que des gens qui sont CSP++, technophiles, etc. Donc on aurait imaginé qu'une application aurait été la solution normale. Eh bien, à 90%, ils veulent leur journal. Ils sont tout le temps sur écran et ils veulent leur journal en papier. C'est-à-dire tout d'un coup, ils veulent sortir. C'est un moment, une bulle de lecture. Et c'est pour ça qu'on a voulu prendre un format très court, un format des mangas au Japon, ces journaux de manga qu'on met dans la poche, etc. Un format nomade, un format contemporain. Donc pas un journal grand, embarrassant, mais qui a ce côté objet tangible qu'on montre, qu'on donne, qu'on transmet. C'est complémentaire du numérique. Et l'idée, c'est de ne pas faire sur papier quelque chose qui aurait pu être un post ou un article sur le numérique. Ça n'a pas de sens. Mais là, je suis avec vous, avec la vidéo, en numérique, ça va être lu, écouté par des gens, lu aussi sur le papier. Voilà, on est dans le 21e siècle. Comme vous disiez, donc, vous n'avez pas de publicité dans Hebdo, vous allez dépendre uniquement des ventes et des abonnements. Combien est-ce qu'il va vous en falloir pour... Alors, pour arriver à l'équilibre, c'est à peu près 60 à 70 000 abonnés et 20 000 en kiosque. Ça, au bout de 2 ans. Donc, on se donne 2 ans pour y arriver. On a une particularité, c'est que vraiment le lecteur, il y a une transparence totale sur et l'actionnariat et l'équipe et les coûts. Il y a même des pages spéciales dans le journal pour expliquer tout ça. On ne dépend que des lecteurs. Si on a suffisamment de lecteurs, eh bien, les lecteurs vont nous donner les moyens de vivre, de nous développer. Et on a pris donc des risques, puisqu'on a plus de 30 journalistes ont quitté leur métier, enfin leur rédaction, pour venir nous rejoindre. Ils ont tous pris un risque. Et donc, si les lecteurs sont suffisamment nombreux, eh bien, on pourra vivre, voire se développer. Donc, c'est à eux de décider. Si on leur plaît, ils viendront. Mais ce n'est pas monsieur LVMH ou monsieur SNCF ou madame Danone ou madame Société Générale qui va nous faire vivre. C'est eux, c'est les lecteurs. Comment vous avez réussi à financer ce lancement? Est-ce que vous allez devoir passer par une levée de fonds? Alors on a eu pour le lancer, on a eu deux sources. La première, c'est que depuis 10 ans, on avait accumulé des réserves. On a mis du grain au grenier avec 21 et 6 mois. Et donc, on a utilisé ces réserves pour développer le journal. On a fait une campagne de crowdfunding qui était la plus grosse de l'histoire en France, de l'histoire de la presse. Sur le site KissKissBankBank, c'est la deuxième de l'histoire du site derrière le film Demain, qui a fait un carton derrière. Donc, on se met sous ces bons auspices. Et puis, donc ça nous permet de lancer le journal. Après, pour durer 2 ans,
parce que c'est long, 2 ans, pour arriver à l'équilibre. On va ouvrir le capital, qui pour l'instant est dans les mains de Patrick et Saint-Exupéry et de moi, jusqu'à hauteur de 30%, donc avec des actionnaires qui vont aller de 2 à 5%. Et c'est en cours, ça va être bouclé dans le mois qui vient. C'est juste technique, mais pour l'instant je ne peux pas en dire plus. La seule personne qui l'ait dit spontanément, c'est le groupe Bayard Presse qui va mettre 5% dans le journal et qui nous aide d'ailleurs sur toute la relation avec les kiosques. Et sinon ce sont des individus, par exemple il y a l'ancien patron de Flammarion, Charles-Henri Flammarion, qui était déjà actionnaire minoritaire dans 21 et 6 mois qui monte dans l'augmentation de capital, etc. D'accord. Et puis derrière, on a négocié avec un pool bancaire des lignes de crédit pour tenir pendant 2 ans, parce que cette rencontre avec le lecteur, il faut la nourrir, il faut voir comment est-ce que ça va se développer. On ne veut pas faire un journal de plus, il y a déjà beaucoup de journaux, soit on arrive à trouver quelque chose qui est un journal unique pour 100 000 lecteurs, parce que c'est le rêve, une sorte de compagnon qu'ils attendent toutes les semaines et qui leur apportera quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et à ce moment-là, on aura réussi notre pari. Soit on est un journal de plus, et ça ne sert pas à grand-chose. Et donc on s'en rendra compte, et les lecteurs aussi, puisqu'ils n'achèteront plus. En quelques mots, donc après vous viendra un autre magazine qui s'appelle Vraiment. À la télévision, il y a le média, enfin en tout cas sur Internet, il y a le média qui arrive la semaine prochaine. Sur les réseaux sociaux, il y aura l'Outsider. Comment est-ce que vous interprétez ce bouillonnement actuellement de nouveautés? Je pense qu'à chaque époque a son journal, son site, etc. C'est un bouillonnement permanent. Il est évident que le renouvellement que l'on voit dans l'économie, le renouvellement que l'on voit dans la politique, dans les idées, etc., eh bien, on le retrouve aussi, il se traduit dans les médias. À la fois avec la transformation d'un média, c'est-à-dire que le Figaro d'il y a 20 ans et le Figaro d'aujourd'hui, c'est plus la même maison, c'est même plus le même métier d'une certaine manière parfois. On est même dans un studio aujourd'hui. Et de l'autre, il y a des journaux qui n'arrivent pas à s'adapter, des médias qui n'arrivent pas à s'adapter. Et il y a ce printemps des médias qui, alors même que la crise est très forte, énormément d'initiatives se lancent. Alors, parfois, ça marche. Moi, je sais qu'on s'est lancé en même temps que Rue 89, par exemple. Rue 89 était un site qui était gratuit, qui a parié sur la gratuité, qui a fait des choses très étonnantes, mais économiquement, ça n'a pas marché. Oui. Voilà. Et nous, on s'était lancé avec ce journal papier en librairie, de grands reportages sans publicité, et ça a marché. Ou Mediapart a marché aussi. Donc, de ce printemps-là, de toutes ces initiatives, il va y avoir ces schumpeteriens. Il y a des choses qui vont marcher et des choses qui ne vont pas marcher. Ce qui est sûr, c'est que nous, on est les seuls dans cet univers à essayer de parler au plus grand nombre, à essayer d'aller retrouver un généraliste, retrouver ce terrain d'entente, là où la plupart des initiatives sont comme des archipels où on parle à un public qui est un public de niche qui a une certaine forme d'éléments de reconnaissance. Qui l'emportera, puis tout le monde peut cohabiter. Au contraire, je trouve ça très très vivace et très bénéfique pour la société française. Parce que si la société française n'a plus ces lieux de socialisation, d'éducation populaire, de connexion au monde, d'échange, ces rédactions, la société deviendra appauvrie. On sera tous seuls, on sera dans l'anomie avec nos réseaux sociaux où on parlera aux mêmes personnes des mêmes choses. Tout ça, c'est d'une tristesse à mourir. Laurent Beccaria, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et rendez-vous lundi prochain pour un nouveau Buzz Media Figaro.